J'ai le plaisir de souligner qu'il y a en ligne un collègue nouvellement élu à l'Académie qui est du Brésil, le professeur Nakamura. Il suit nos travaux régulièrement, qui est un ophtalmologiste, chirurgien ophtalmo. Alors la parole. Bon plaisir, tout bien. Je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup, Nelson. La parole est au coordinateur de la séance d'aujourd'hui, animé par donc, le président de la SOFCOT, notre collègue Philippe Massin. Merci à toi, Philippe, de nous présenter les travaux de cet après-midi. Donc d'abord, je voulais remercier l'Académie de chirurgie pour son invitation. Ça me fait toujours plaisir de me retrouver dans ces locaux que j'ai pas mal fréquentés. Il n'y a pas si longtemps que ça, sous la présidence d'Henri Judet. Je trouve que c'est effectivement important de se rencontrer et de décrire un peu les missions de ces différentes sociétés qui sont toutes en cours de modernisation. C'est pour ça que j'ai voulu parler un petit peu de la SOFCOT. La SOFCOT reconnaît les missions, l'intérêt de l'Académie de chirurgie. Elle est consciente aussi des difficultés financières puisque vous n'avez pas de subvention. Contrairement à l'Académie de médecine, si je ne me trompe pas, ils ne payent pas de cotisation. Bon, voilà. C'est un régime différent. Et nous, c'est vrai qu'il faut contribuer à la vie de l'Académie de chirurgie. Alors, c'est pour ça qu'on a proposé une rencontre pour établir un contrat. Alors, on est un peu formel, peut-être un peu administratif à la SOFCOT, mais pour ne pas revenir tous les ans à une sollicitation, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, les présidents, on change tous les ans. Bien sûr. Donc, on arrive comme ça. L'Académie aussi change tous les ans. Oui, l'Académie aussi. Et donc, qu'on établisse des relations plus formelles sur la base d'un contrat de coopération annuel avec des missions bien définies. Parfait. Et puis, voilà, après, une fois que c'est établi, on n'y revient plus. Et puis, ça passe dans les mœurs ou les habitudes. Voilà. On accepte l'augure parce que c'est un peu ce qui s'est produit avec les collègues de gynéco-obstétrique. Et puis, ils nous ont dit, cette année, on va continuer. On dit, OK. C'est vrai que ce serait bien que ça entre finalement dans le règlement intérieur de l'Académie, que les sociétés savantes partenaires contribuent à hauteur de une hauteur logique, relativement modeste, mais en même temps qui est essentielle parce que ça contribue véritablement au fonctionnement du système. Merci. Bon, donc, à faire avec mon successeur, et puis ça pourrait servir de contrat type pour toutes les autres spécialités. Exactement. Alors, moi, je suis d'accord aussi de la préoccupation qu'on a dans cette société de chirurgie orthopédique et traumatologique, la préoccupation de l'organisation de la traumatologie, parce que c'est notre point faible, c'est le point faible du « et ». Je l'avais écrit quand Henri m'avait proposé d'écrire les 10 points clés, j'avais exprimé mon souci de l'organisation de la traumatologie. On sait que les militaires la font très bien, on sait que les pouvoirs publics ils sont attachés, mais en gros, il y a des grosses difficultés de fonctionnement qui ne vont qu'en s'aggravant. Donc ça, c'est un des grands chantiers. Je l'ai redit dans mon discours à la SOFCOT, moi j'ai continué à prendre des gardes ou des astreintes jusqu'à 64 ans, c'est-à-dire jusqu'en février dernier, et ça fait partie de notre métier. Et bon, il y a à la fois un problème d'organisation, un problème de formation, et la société de traumatologie, qui est une société partenaire de la SOFCOT, il y a 15 membres. Bon, voilà, tout est dit. La société de traumatologie allemande, il y en a plusieurs centaines. Donc, voilà, ça c'est un vrai chantier dont on pourra discuter. Alors, j'ai essayé d'organiser cette séance d'aujourd'hui avec deux thèmes administratifs un peu parce qu'il y a des nouveautés. Je voulais présenter donc, la SOFCOT, utiliser cette occasion, et puis quelques nouveautés en donnant la parole à des collègues plus jeunes et à moi-même qui suis vieux, mais donc sur des nouveautés un peu chirurgicales. Voilà. Est-ce que tu as besoin de ton support visuel? Alors, je vais commencer la première. D'accord. Le micro est installé au pupitre, merci. Merci. Donc, je présente le CNP SOFCOT parce que je trouve que c'est important
vu qu'une partie des orthopédistes n'a toujours pas compris comment ça fonctionnait. Donc, c'est vrai que ça mérite des explications, d'autant plus que ce sont des structures récentes. Vous savez qu'il y a eu cette nouveauté administrative, c'est-à-dire la création d'un Conseil national professionnel dans toutes les spécialités, qui a pris son envol à partir d'une directive ministérielle il y a 2 ans. Et donc, ça fait une entité administrative supplémentaire dans un pays où on aime bien les empiler. Et donc, nous, on avait déjà la Société française de chirurgie orthopédique. Et donc, notre premier réflexe a été qu'on ne voulait pas qu'il y ait la moindre feuille de papier à cigarette entre les deux, c'est-à-dire que chacune puisse travailler avec l'autre en l'aidant en commun. Et je crois que depuis 2 ans que ça existe, c'est jusqu'à maintenant, et je touche du bois, une réussite. Donc, ce Conseil national professionnel, c'est un conseil par spécialité. C'est peut-être ce qui ne veut pas être dit, mais que ça remplacera le Conseil de l'ordre plus tard. Il y aura le Conseil de l'ordre pour les médecins généralistes et puis des conseils de spécialité qui vont s'occuper des spécialités. Et ma foi, c'est fort bien comme ça, parce que ça devient complexe. Les spécialités ont chacune leur mode de fonctionnement. Ce CNP est officiel, c'est l'interlocuteur officiel de la tutelle, c'est-à-dire que, par exemple, si la SOFCOT a quelque chose à dire, elle va passer par le CNP pour parler au ministre, à la tutelle, à la DGOS, à la NSM, etc., à l'HAS. Il est d'ailleurs rémunéré par la tutelle. Bon, c'est un peu symbolique, mais chaque CNP reçoit une somme du ministère qui est proportionnelle à son nombre d'adhérents et qui a le mérite d'exister. Bon, elle ne couvre pas les frais de fonctionnement parce qu'il faut quand même des secrétaires, il faut un président, justement, et nous avons choisi que ce président soit en alternance, un président du privé et un président hospitalier pour représenter l'ensemble de la profession. Il va sans dire que quand c'est un collègue du privé qui doit passer 2 journées par semaine au siège du CNP, rue Boissonnade, c'est une perte d'activité importante et qu'il faudra un jour ou l'autre la compenser et donc sur cette dotation, compenser le manque à gagner. C'est plus facile pour les chirurgiens publics parce que moi j'ai été les deux, donc je peux en parler. On peut quand même s'absenter de son service en confiant peut-être un programme opératoire à un assistant. Et voilà, le service ne s'arrête pas de tourner pour autant. Ce Conseil national professionnel subventionné doit être indépendant de l'industrie, donc il ne peut pas recevoir d'argent de l'industrie. Il peut recevoir des cotisations et il va gérer donc un certain nombre de choses qui n'existaient pas. Alors, si la formation médicale continue, on en avait déjà entendu parler, c'était un peu une nébuleuse un peu compliquée. On a des points de certification, mais on ne les utilise pas vraiment, tout le monde ne le fait pas. Donc, ça va devenir nécessaire, obligatoire. Il y a des bonnes pratiques aussi, avec nécessité de l'obtention d'une accréditation. Et puis, il va y avoir cette fameuse recertification qui va se mettre en place, c'est-à-dire que tous les 6 ans, les chirurgiens devront passer devant leur CNP pour avoir une nouvelle autorisation d'exercice pour les 6 ans à venir. Alors, bien sûr, on n'imagine pas que beaucoup soient recalés, mais ça peut permettre quand même de cibler quelques situations particulières qui posent problème. Donc, comment est-ce qu'on a organisé ça? Je vais donc aller très vite et résumer ce qui a donné lieu, vous pouvez le penser, à énormément de discussions. Le CNP, c'est une association composée de personnes morales, dont la SOFCOT. Et vous voyez, je vous ai encadré toutes ces personnes morales. Ça fait un peu une espèce de galaxie, si vous voulez. Il y a le SOFCOT, on va les passer un peu vite en revue, le syndicat, le RENACOT, c'est nouveau, c'est le registre, la FICOT, la fondation, le collège des chirurgiens orthopédistes pour l'enseignement, Orthorisque, la Société des bonnes pratiques professionnelles, les sociétés partenaires, puisque la SOFCOT est une société généraliste, mais elle est composée de sociétés de spécialités hanches et genoux, pieds, arthroscopie, mains, etc., rachis, parce que les chirurgiens qui viennent au congrès généraliste vont essentiellement à la session qui concerne leur spécialité. Et s'ils ont l'esprit ouvert, ils peuvent aller dans d'autres spécialités évidemment, ou à l'académie de chirurgie, voilà, par exemple.
Donc, le CNP coordonne et délègue, mais il va donc faire travailler les autres. C'est essentiellement son boulot, parce qu'il ne peut pas tout faire. Donc, chaque personne morale a sa propre mission propre, ses financements, son autonomie, son indépendance. Chaque personne morale a une organisation indépendante. Il peut avoir la Société française de l'Hanche et du Genou, elle a un secrétaire général, un président, un vice-président, il peut changer tous les ans, tous les 2 ans. C'est à la société de spécialité de décider cela. L'industrie finance surtout la Sofcote et la Ficote. Donc c'est là que ces deux, et en particulier la Sofcote, que ces deux sociétés sont importantes parce que c'est elles qui ont le carnet de chèques en fait. Parce que l'industrie, c'est l'essentielle source de revenus. Mais évidemment, après, pour utiliser ces fonds, il faut un peu les traiter parce qu'il y a certaines utilisations de dotation de l'industrie qu'on ne peut pas utiliser. Vous connaissez tous les lois sur l'interdiction de financer la formation des internes par l'industrie. Donc, il faut trouver des moyens. Et c'est pour ça que ces sociétés sont là. Il est souhaité que chaque chirurgien orthopédiste, on n'en est pas encore là, mais on n'est peut-être pas loin du compte, soit membre du CNP, de la Sofcote, du collège. Ça veut dire qu'il a une capacité de formation. Et c'est très important, ça, quand je dis ça, parce que ça veut dire que nos collègues du privé, enfin, je dis nos collègues, je suis maintenant privé, après avoir été hospitalier pendant très longtemps, eh bien, on les sollicite à la fois pour l'enseignement et pour la formation, comme les collègues du public. C'est-à-dire que quand on a un cours de hanche, et il y a un cours qui a lieu à l'Académie nationale de chirurgie, ou dans l'amphithéâtre un peu plus loin, dans les locaux des Cordeliers, tous les ans, vous regardez les orateurs et les enseignants, il y a la moitié de chirurgiens libéraux qui ont vraiment bien préparé leur truc. C'est un volontariat, s'ils n'ont pas envie de le faire, on ne va pas les obliger, mais il y a beaucoup de candidats qui veulent et qui présentent des cours. Ils sont aussi nombreux que les collègues du public et ils font aussi bien dans leur présentation et dans leur qualité pédagogique que les collègues du public. Et si la qualité pédagogique n'est pas au rendez-vous, que ce soit un public ou un privé, on ne le réinvite pas l'année d'après à faire son cours, on en prend un autre. Mais toujours est-il que ça marche et qu'il y a autant de gens, autant de collègues du privé que du public. Il faut qu'il soit membre d'une société de spécialité pour sa formation continue. Hein. Ceux qui font de l'hanche et du genou, enfin, l'hanche et le genou, ceux qui font du pied dans le pied. Si possible, membre du syndicat et membre d'Orthorisque pour avoir son accréditation, ce qui est facultatif, mais qui ne va pas le rester longtemps, je le précise. Et donc, on essaye de simplifier tout ça en appelant une cotisation unique, sauf pour Orthorisque qui désire l'avoir à part, mais rien n'est obligatoire pour le moment. Et pour le moment, on considère que puisqu'il n'y a pas de cotisation à titre individuel, chaque chirurgien orthopédiste est membre du CNP. Alors, que fait chacun de ces organismes? La Sofcote, elle organise le congrès parce que c'est là, c'est du congrès que vient l'argent. Il faut le dire les choses comme elles sont. Le congrès fait vivre cette nébuleuse et donc il ne faut pas le rater. Et donc, évidemment, il y a eu l'annulation du Covid comme pour toutes les sociétés. Et il finance les locaux parce qu'on a quand même des locaux qui nous permettent de travailler. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu rue Boissonnade, mais c'est des locaux modernisés sur 2 étages qu'on loue d'ailleurs, qu'on loue à d'autres spécialités ou à l'industrie pour la formation de la force de vente, par exemple. Donc, financement des locaux, c'est un gros paquet parce qu'il faut rembourser un prêt immobilier important et des travaux. Des activités académiques au cours de l'année, parce que à notre époque, eh bien, le présentiel n'est plus prédominant. On a maintenant un enseignement ou des communications virtuelles au cours de l'année. Il y a un e-congrès, il y a une retransmission des conférences d'enseignement que l'on peut donc suivre au moment où ça vous plaît, mais à certains moments, il y aura l'orateur qui reviendra pour qu'on puisse les poser des questions 2 ou 3 fois dans l'année. Et enfin, il y a ce congrès présentiel parce que même si le virtuel est à la mode, on ne peut pas supprimer le présentiel, c'est l'humain. Et même si on le réduit à 3 jours, on essaye de rassembler le plus grand nombre de personnes. Et c'est là qu'on se rend compte et qu'on ne fait pas seulement de la science, on se demande comment ça va dans ta clinique, quel problème tu as, et la famille, etc. Bon, donc ça, c'est important.
La Sofcot contribue au financement des projets. On a plein de projets, mais on ne peut pas compter sur la tutelle pour les financer. Donc, la Sofcot elle va prêter. Et donc, on a un président de Sofcot tous les ans qui est aussi membre du cercle d'orthoristes, du RENACOT, le registre, et bien sûr du CNP, ça va de soi. Cette organisation ne fonctionne que si les deux présidents du CNP et de la Sofcot travaillent main dans la main. Il n'y a pas la place à une dissension ou à des problèmes de caractère. On travaille dans l'intérêt commun pour faire avancer les choses et c'est ce qui a fait jusqu'à maintenant la force de notre spécialité. Que fait Orthorisque? C'est la deuxième partie. Orthorisque, c'est l'accréditation qui vaut DPC, formation médicale continue, qui est suivi par pratiquement tous les chirurgiens du privé. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que si vous obtenez l'accréditation, votre prime d'assurance est remboursée pour moitié. Donc, ça motive, ça, il faut quand même reconnaître que ça motive bien. Et les chirurgiens hospitaliers, jusqu'à maintenant, n'y ont pas adhéré parce que c'est un peu de travail en plus, quelques visioconférences en plus. Bon, il faut quand même la mériter un peu, cette accréditation. Mais ça va devenir obligatoire pour tout le monde parce que cette accréditation sera nécessaire pour avoir la recertification. Et la recertification, tous les chirurgiens demanderont que vous soyez public ou privé. Donc, il faudra être accrédité. Donc, cette accréditation, qui est maintenant essentiellement le fait des chirurgiens libéraux, va s'étendre à tous les chirurgiens, y compris les chirurgiens hospitaliers. Alors, cette recertification sera basée sur l'accréditation, ça je viens de le dire, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faudra faire la preuve la tenue des dossiers, la relation avec le patient, par la création d'un dossier médical partagé. Et ça, c'est RENACOT qui va s'en charger. Il faudra prouver qu'on remplit au minimum la traçabilité des implants. Le compte-rendu opératoire devra obligatoirement comporter la traçabilité des implants et est inclus dans le registre. Après, dans ce registre, si vous voulez publier, vous pourrez y rentrer plein de choses, hein, les scores de machin, des trucs, Merle-Dominier, etc. Puis vous pourrez utiliser vos données, mais la portion obligatoire, c'est la portion épidémiologique et les chirurgiens qui ne remplissent pas ne pourront pas avoir de certification. Et puis, il y a un truc nouveau, c'est la brique santé physique et mentale des chirurgiens. Je crois qu'il y a eu quelques séances de l'Académie consacrées à ce sujet, mais on a fait des enquêtes et sans dire pourquoi, on remplissait un questionnaire que j'ai rempli comme les autres et on a découvert que selon ce questionnaire et selon les scores, pour certains internationaux, 30% d'entre nous sont en pré-burnout. Donc 30%, ça fait un peu beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut redonner la certification à un chirurgien qui est sur le point d'être en burn-out? Donc, on a prévu, on ne veut pas être coercitif, mais on a prévu des dispositifs de prise en charge par des mutuelles. On va passer 3 jours pour s'aérer quelque part et on a une prise en charge psychiatrique et psychologique sur 6 mois pour éviter l'évolution vers le burn-out. Donc, on ne propose pas seulement de faire le diagnostic, mais il y a une aide qui est mise en place pour éviter l'évolution vers le degré ultime où on est obligé de s'arrêter de travailler. Le collège, que fait le collège? Le collège de chirurgie orthopédique, c'est l'enseignement. Et il se base sur les coordinateurs régionaux. J'étais moi-même coordinateur des internes de l'Île-de-France. C'est un boulot énorme. On doit suivre 96 internes et gérer leur formation. Il faut définir des maquettes. Et ces maquettes, sous l'égide du CNU, ont été uniformisées dans les différentes régions de France. Donc, c'est important parce qu'on va leur demander, par exemple, de faire une publication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer une thèse de médecine sans qu'elle soit publiée. Alors après, on définit le journal. On ne va pas demander Nature ou New England Journal of Medicine pour toutes les thèses. Hein, ce n'est pas possible. Mais il faut qu'il y ait un acte de publication dans un journal qui puisse être cité, c'est-à-dire où les papiers sont associés à un DOI. Il dispense le diplôme formateur. C'est important parce qu'il va créer des centres de formation. Et comme coordinateur, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a maintenant de plus en plus dans le privé.
parce que, vu l'évolution de la chirurgie hospitalière, eh bien, il y a certaines spécialités qu'on ne peut pas enseigner correctement à l'hôpital. Il faut quand même des patients, il faut un programme opératoire, il faut un rythme chirurgical. Et moi, j'ai créé des stages validants en privé sur des contrats pédagogiques. S'il n'est pas respecté, il m'est arrivé de le supprimer, le contrat pédagogique. Il faut, et ce que je m'aperçois, c'est que ce sont les premiers stages qui sont pris par les internes les plus vieux et qui sont en haut du tableau. Donc, c'est que ça doit être bon puisqu'ils y vont. Donc, j'ai fait ça pour la chirurgie de la main, etc. Et maintenant, ça passe un peu dans la pratique, mais il faut que la condition soit que le stage soit reconnu formateur et que les chirurgiens qui participent à cette formation aient passé le diplôme du collège. Et puis, le collège peut rendre validant certains cours parce que s'ils sont validants, ça donne des points, par exemple, pour la maquette du DESC. Le syndicat, bon, bah ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le syndicat, il défend les intérêts de la profession auprès de la tutelle. Il s'occupe de l'épisode de soins, de la tarification, du statut des IBOD, mais je ne veux pas m'attarder parce que ça va être trop long. Le RENACOT, ça c'est intéressant, c'est nouveau. Donc le RENACOT, c'est une société indépendante qui va pouvoir recevoir de l'argent de l'industrie, donc elle est libre de se faire financer. Et on est en train de créer un dossier médical partagé avec une partie obligatoire qui est l'épidémiologie, c'est donc le registre, et une partie facultative pour le remplissage des données scientifiques. Il faudra au moins qu'il y ait un suivi. Et donc, ces registres, je rappelle quand même qu'on est un des seuls pays à ne pas être doté de registres, il est indispensable, et c'est nous qui allons le faire pour une bonne raison, c'est qu'on veut que ces données soient la propriété de la Sofcote. C'est-à-dire qu'on ne les utilise pas n'importe comment. Au fur et à mesure que le registre va prendre de l'ampleur et devenir obligatoire, puisqu'il faudra le remplir pour avoir l'accréditation, eh bien, on va vendre des données aux fabricants. Ils en ont besoin pour obtenir la norme CE. Et on va leur dire, voilà, votre prothèse, il y a tant de survie. Et donc, ils vont les payer, ces données, et au fur et à mesure, on va agrandir le système, payer des statisticiens, etc., pour utiliser les données sous contrôle de la Sofcote, sauf si c'est vos données personnelles, c'est vos prothèses, vous les publiez, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. La FICOT, je vais finir rapidement, je vous rassure, c'est une fondation, la FICOT, elle reçoit de l'argent de l'industrie, et c'est du blanchiment d'argent pas sale, parce que l'industrie, ce n'est pas de l'argent sale, c'est un peu ça. C'est-à-dire, elle met ça dans un paquet, et puis les internes, s'ils veulent un peu cet argent, ils vont être obligés de faire des demandes de bourse, et nous, on va avoir des critères d'attribution de bourse sur des critères scientifiques, de projets de formation, de revenus aussi. Et donc, l'interne va bénéficier de ces bourses, mais il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas si c'est des unions, des coûts, etc. Nous, on va remercier les grands donateurs, mais après, cet argent est utilisé de façon anonyme. Donc, on peut contourner la loi et financer la formation des internes. Les sociétés partenaires, bon, elles font vivre ces sociétés académiques dans leur spécialité propre, hein, donc à un niveau beaucoup plus spécialisé. Et donc, les relations avec l'industrie, par cette organisation, deviennent transparentes et légales, mais elles sont indispensables. Donc, on a été obligé de faire tout ce montage pour pouvoir les utiliser en toute transparence dans un contrat gagnant-gagnant, parce qu'il faut que l'industrie donne l'argent, mais il faut quand même qu'elle apparaisse dans les sponsors. Et on leur a fait des sponsors niveau or, niveau argent, niveau bronze, en fonction de leur degré d'implication. On peut leur louer les locaux dans chaque contrat, à chaque niveau. On peut leur fournir quelques prestations et former, par exemple, la force de vente. Voilà, donc c'est une galaxie, mais ce n'est pas une nébuleuse. C'est une organisation transversale, mixte privé-public, pour porter les grands projets de modernisation de la profession, en conservant notre indépendance professionnelle et en maîtrisant nos données scientifiques. Voilà. Bravo. Avez-vous des questions à poser? Peut-être Hubert Joannet pour le lien avec le CNP, la FSM et l'académie, comment tout ça peut fonctionner ensemble? Oui, merci beaucoup pour cette présentation, parce qu'il y a un élément, tu l'as d'ailleurs dit, c'est que nos collègues ne connaissent pas les CNP, qui ont pourtant un rôle très important.
Et il y a un besoin pédagogique de faire connaître ces instances auprès de nos collègues. Alors, à l'Académie, on a beaucoup travaillé sur l'accès aux innovations et on s'est rendu compte que ça passait beaucoup par les datas et les registres, puisque les registres apparaissent être une méthode d'évaluation, sous réserve qu'ils soient comparatifs, que l'HAS accepte et qui permet des évaluations assez rapides, rigoureuses, beaucoup plus simples et moins chères que les études prospectives contrôlées, par exemple. Et ça pose beaucoup de questions, parce que là, tu as évoqué le problème des registres qui seront payés par l'industrie quand ils voudront avoir accès aux data. Alors, autant on comprend très bien quand il va s'agir de registres post-market, puisque là, ils n'auront pas le choix. Mais comment voyez-vous le remplissage des registres en pré-market s'il y a un DMI, s'il n'y a pas de DMI, à qui appartiendront les datas et comment va-t-on remplir les registres? Parce que ça veut dire que ça va correspondre à une charge de travail de nos collègues qui va s'ajouter un petit peu à leur vie professionnelle, il va bien falloir quand même d'une façon ou d'une autre rentrer les datas. Et il y a eu des échecs de registres. Je crois d'ailleurs que vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, tu vois, enfin, et nous, ça nous paraît très important parce qu'on a d'ailleurs encore demain une audition concernant les datas avec un certain nombre d'industriels pour savoir à qui ils appartiennent, comment on les vend, comment on peut les... Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de sujets autour des datas qui intéressent tous les praticiens. Et on doit voir France Biotech, là, sur ce sujet, au début du mois de décembre. Ils veulent savoir quel est le point de vue de l'Académie sur tout ce qui concerne les datas. Alors, la réponse, c'est les prompts. Les prompts, c'est le ressenti, le résultat subjectif ressenti par le patient. On a des tas de scores, dont certains, bon, il y en a trop. On va se baser sur les scores les plus importants. Donc, qui va remplir le registre? C'est le patient. Voilà. C'est-à-dire que chaque chirurgien orthopédiste fournira à la consultation préopératoire et à la consultation post-opératoire, peut-être pas à toutes, hein, on va sélectionner 1 an, 5 ans, etc., le questionnaire à remplir par le patient, si possible directement sur son portable, parce que ça évite le travail de saisie, bien sûr. Et donc, c'est pour répondre déjà à une partie de ta question. Tu vois, on va mettre les patients à contribution parce qu'on a vu que dans les expériences que l'on a faites, 75% des patients répondent. Ils aiment bien. Alors, parfois, c'est injuste. Le résultat objectif est bon, le patient n'est pas content, ou parfois, il veut faire plaisir à son chirurgien. Mais finalement, qu'est-ce qui compte? C'est la satisfaction du patient. Deuxièmement, les registres, les données épidémiologiques, elles sont obligatoires. Le compte rendu opératoire, on le fait. Alors, il faudra doucher, petite douchette, les codes barres des implants. Et ça va donc s'incrémenter dans le compte rendu opératoire. Moi, j'ai des collègues qui me disent, voilà, tu as fait un hallux valgus, je dois reprendre la patiente, j'enlève les vis. C'est quoi? C'est des vis SBI 2.7 à empreinte torique. Il faut avoir le bon tournevis. Bon. Mais donc, il faut que ça soit dans le compte rendu opératoire. Même si maintenant on a des kits d'ablation de matériel. Mais donc voilà, c'est pour répondre à une partie de ta question. Et puis il y a les dingues du registre de la publication, ils auront la possibilité de remplir le reste s'ils veulent, comme dans une base de données personnelle. Les propriétés des données, c'est la sauvecote et le chirurgien. Le chirurgien est propriétaire de ces données, il peut utiliser ces données. On fait un symposium, on va utiliser les données de plusieurs chirurgiens, c'est la sauvecote qui va autoriser, par le truchement de ces statisticiens, l'exploitation des données. Bon, voilà. Donc, alors après, on va mettre les sociétés à contribution, mais tout ça va mettre un certain temps à se mettre en place, et donc le RENACOT a contracté auprès de la sauvecote un prêt très conséquent sur 3 ou 4 ans qui remboursera après si ça marche bien. Mais c'est toujours pareil, on investit dans l'avenir, soit on se plante, soit ça marche. Donc la sauvecote a pris ce risque. Jean-Pierre Rosenbaum, puis après. Oui.
Quel est le sens de posséder les données pour un chirurgien? À quoi ça, disons, je veux parler de la partie intellectuelle, de la partie financière, etc., puisqu'il y a effectivement une question de rachat de data par les sociétés. Les sociétés, on leur donne un rachat de données qui a une exploitation épidémiologique faite par les épidémiologistes et les statisticiens de registre. Voilà. Donc, parce qu'on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle scientifique. Et donc, on ne veut pas que ça serve, comme en Angleterre, à mettre tel ou tel chirurgien au pilori en lui disant « tu n'as pas assez opéré » ou « tu as eu 3 sepsis dans le mois, donc on a eu le droit d'opérer ». Donc ça c'est ce qu'on veut éviter, le caractère coercitif du registre, parce que tout simplement, tout ce qui est coercitif ne marche pas. Dans l'armée, ils savent bien ça. Bernard Launois, question. Merci, Monsieur le Président. J'aurais 4 questions. La première question, est-ce que l'accréditation est limitée dans le temps? Je dis ça parce que la plupart des pays étrangers, c'est limité à 5 ans. Et au bout de 5 ans, on repasse une accréditation. Ça me paraît quelque chose d'assez justifié, car la qualité d'un chirurgien peut changer. Deuxième question qui paraît très importante dans les pays étrangers aussi, notamment anglo-saxons, on s'intéresse beaucoup à la formation au cours de la vie des chirurgiens. Et donc, pour cela, on demande systématiquement le nombre de congrès auxquels ils ont participé. On donne même des points pour la participation au congrès. C'est très important pour les sociétés savantes. Par exemple, enfin, dans un pays que je connais bien, où j'ai exercé, il y a tant de points pour les congrès nationaux et il y a des points, un nombre de points inférieur pour les congrès régionaux. Mais ça empêche que ça fait partie, c'est une obligation de participer au congrès pour assurer une formation au cours de la vie chirurgicale. Et ça me paraît assez logique. Si les gens ne vont jamais à un congrès, on peut douter un peu de leur formation et de l'évolution de leur qualité chirurgicale. Alors, le troisième point que je voulais évoquer aussi, c'est qu'il y a eu une période dans le passé, les cahiers de compte-rendu opératoire étaient obligatoires dans chaque bloc, avec des pages numérotées, etc. Et avec l'informatique, moi, j'ai un peu des doutes, parce que souvent, on met le compte-rendu opératoire dans le dossier, mais on ne sait pas si tous les comptes rendus opératoires ont effectivement été effectués. Et la quatrième question, c'est une question importante actuellement, parce qu'il y a une désertification des congrès par les chirurgiens français, un peu en France, mais surtout à l'étranger. On ne voit plus de Français à l'étranger, à les congrès internationaux. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on est une nation qui disparaît sur le plan chirurgical. Mais qui paye? Comment? C'est ça la question. Quel est le montant pour participer à tel congrès international? Le droit d'inscription, le voyage et les frais de séjour. Et les industriels ne payent plus. Mais je sais, c'est pour ça que je pose la question. Alors, donc, comment prévoyez-vous cette lutte contre la désertification? On a un pays qui n'existe plus sur le plan chirurgical. Même les congrès virtuels sont payants. Même les congrès à distance sont payants. Donc là, c'est un vrai problème. Enfin, on est en situation de mort cérébrale sur le plan extérieur. Et ça, je trouve ça grave. Donc, il faut trouver un système de financement. Vous parliez des bourses pour les internes. Ça peut être des bourses aussi pour participer à des congrès. Alors, je réponds aux 4 questions. La première question, l'accréditation, c'est tous les 3 ans. La recertification, ça sera tous les 6 ans. Donc, il faudra 2 cycles d'accréditation. La deuxième question, c'était les points. Alors, dans l'accréditation, il y a donc des actions obligatoires et des actions facultatives. Dans les actions obligatoires, il faut accumuler un certain nombre de points. La présence au congrès de la Sofcote donne tant de points. La présence d'un congrès étranger donne plus de points parce qu'on y va, puis en plus, il faut se déplacer. Donc, c'est une sorte d'incitation pour répondre à votre 4e question. Et il y a la présentation de communication orale aussi donne des points. Donc, on a tout pour l'accréditation, je n'ai pas détaillé, mais il y a tout un système de points, effectivement. Les comptes rendus opératoires. Alors, la 3e question, le compte rendu opératoire doit être entré dans le dossier médical partagé de l'établissement. Moi, j'en ai un
à titre personnel pour ma consultation, mais j'en ai un dans chaque clinique. C'est ça qui est difficile, il faut savoir jongler avec l'informatique. Et pas plus tard que le mois dernier, la directrice de la clinique est intervenue. Elle a dit il y a quelques féros ou quelques contrôles d'hospitalisation qui manquent. Les chirurgiens, comme ont plus de temps, n'auront plus le droit d'exercer dans la clinique parce qu'on ne sera pas accrédité. Donc, je peux vous dire que ça met un peu tout le monde au pas. Donc, la première chose à faire, moi je finis jamais ma journée sans avoir fait tous mes crocs, parce que si on les laisse s'accumuler, on n'y arrive pas. Donc, c'est contrôlé par les administratifs, d'autant plus qu'on met en péril l'accréditation de leur établissement. La quatrième question, ça c'est un vrai sujet, parce que c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Moi, j'ai été désolé de me retrouver dans certains congrès un peu seul, sans collègues français. Donc, il faut absolument que nos jeunes, on les incite. Alors, on peut effectivement parler des bourses, leur payer le voyage, on peut faire le prix de la meilleure thèse qu'on va soumettre. Encore faut-il qu'il soit accepté, l'abstract. Hein. Ce n'est pas parce que nous, on a dit que c'était la meilleure thèse ou le meilleur papier du congrès. Quand on le soumet à l'American Academy, il peut très bien dire on n'en veut pas. Hein. Donc, il faut que ça soit accepté et il faut que les chefs de service, moi j'ai essayé de le faire avec les jeunes, arrêtent de se mettre toujours sur le devant de la scène. Ils doivent faire la communication, ils doivent la répéter avec leur interne et il faut qu'ils poussent l'interne devant le micro pour la faire en étant dans la salle pour lui éviter de prendre des mauvais coups, répondre à sa place. Mais pour ça, il faut une maîtrise relativement bonne de l'anglais parce que si on va dans un congrès anglais ou américain, les questions s'affusent, ça va vite, elles ne sont pas répétées. Donc, il y a un véritable rôle, à mon avis, c'est la responsabilité des chefs de service pour arrêter de se mettre sur le devant du panier, emmener leurs jeunes avec eux. Il y avait les financements par les associations de services avant et puis maintenant par les spécialités, il y a des bourses. Et puis les faire parler, il faut les obliger. Il dit, tu n'auras pas de poste de chef dans mon service si tu ne fais pas ça. Alors l'argent, c'est ce que je disais, on a la fondation, on a dans chaque société, la fondation c'est la FICOT, dans chaque société de spécialité, on a des bourses. Évidemment, l'argent, on n'en a jamais assez, donc on est obligé de sélectionner. On a une commission des bourses tous les ans à la SOFCOT où on essaye de prendre les projets qui semblent les plus logiques, les mieux équilibrés. Donc on finance dans la mesure de nos moyens. Mais avant, il faut qu'ils parlent anglais et puis qu'ils aient participé aux travaux. Je peux me permettre une dernière question concernant ce thème. Quelle est votre participation en tant que SOFCOT au CNDS et Health Data Hub sur la propriété des données, le partage des données, etc. C'est un sujet assez central. Oui, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est avoir la maîtrise de nos données, comme j'ai dit tout à l'heure, et il faut qu'on arrive à mettre à flot ce RENACOT parce que ce sera nos données qu'on partagera avec une étude statistique contrôlée par la SOFCOT. Est-ce qu'on demande l'autorisation des patients? Parce que les données des patients appartiennent aux patients. Absolument. Avant d'appartenir à la SOFCOT ou à n'importe quelle autre société savante. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, dans le système de recueil des données par les PROMS, le patient doit signer le consentement de recueil de ces données. Et donc, ça, c'est très, très important. Monsieur le Président, Monsieur le Président. On va avoir du mal à récupérer si on n'a pas le Oui, Albert Claude. Oui, il y a des questions en ligne et il y a une question d'Henri Coudane. Merci Philippe de cet excellent exposé qui a permis de faire comprendre aux membres de l'Académie nationale de chirurgie quelle était la situation au niveau de la SOFCOT. Tu étais d'accord avec, en tant que président, ancien président de la SOFCOT, tu étais d'accord avec Absolument. Bon, ça va. Alors, je voudrais répondre un tout petit peu à la question de notre collègue et ami Bernard en ce qui concerne non seulement le recueil des données, mais des registres. Force, et pour moi, je pense que tu seras d'accord, d'avouer ici que en matière de registres dans les implants prothétiques, pour vous donner une idée, il y a 150 000 prothèses totales de hanches qui se font chaque année, 120 000 prothèses totales de genoux et 90 000 prothèses totales d'épaules. Malgré les efforts qui ont été faits, non seulement par la SOFCOT, par l'AOT, par Orthorisque aussi, puisque
On a incité les collègues, dans le cadre de l'accréditation, à remplir les registres, malgré les efforts de Christian Delaunay, qui s'est très investi dans le problème des registres. Actuellement, on estime, tu me corrigeras si je dis des bêtises, qu'il y a environ que 15% des implants prothétiques qui sont inclus dans les registres, ce qui est une catastrophe. Plus optimiste, je crois. Pardon, je suis optimiste. Je crois que tu es optimiste. Oui. Bon, alors disons 10%. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire. Si on se compare à ce qui se fait en Suisse, bien sûr, dans les pays nordiques, en Angleterre, là, la réponse est très claire. Dans les pays nordiques, pas de registre, pas de remboursement, pas de paiement du chirurgien. En Suisse, c'est la même chose, mais les Suisses sont plus pragmatiques. Ils ont autorisé à ce qu'il y ait une participation dans la mise en place des registres des sociétés industrielles et tout. Bon, chez nous, c'est ce que je disais ce matin, c'est Vade Retro Satanas, c'est le chapitre 21 de Saint Matthieu, versets numéro 11 et 12, il faut chasser les marchands du temps. Marchands du temps. Bon, alors, moi, mon opinion est très simple. Le seul registre qui marche actuellement au niveau de la sauvecote, alors c'est celui des prothèses totales de cheville, environ 500 par an. Pourquoi? Parce qu'il y a une... Alors, c'est très peu par rapport... Parce que c'est Olivier Jardet. C'est Olivier Jardet, puis s'est investi, et qui a trouvé un système dans lequel il s'est rendu obligatoire pour tout un tas de raisons, mais le chirurgien touche, quand il remplit le registre, un petit émolument qui est payé, en particulier par les sociétés industrielles. Je crois que je me tourne vers les collègues orthopédistes et les anciens secrétaires généraux ou présidents de la OT ou de la Sauvecote. On a de ce côté-là beaucoup de progrès à faire. Et c'est dommage parce que après, on peut en tirer la substantifique poil sur le plan scientifique, ce qu'on est malheureusement encore un peu incapable de faire. J'espère ne pas avoir trahi. Non, mais cette expérience malheureuse du registre, bon, j'hésite à en parler parce que Christian n'est pas là, et puis peut-être que je dirais des choses qui ne lui plaisent pas, mais il y a eu des erreurs de fait. Et donc, ces erreurs, il faut les utiliser pour faire mieux. Absolument. Donc, bon, parmi ces erreurs, il y a eu l'aspect confiscatoire des données, c'est-à-dire qu'on met ces données et puis le chirurgien, il ne les revoit plus, c'est fini. Donc, s'il veut publier pour tous les hospitaliers, moi, j'étais obligé de remplir la même chose à côté, plus celui de l'hôpital, plus celui. Donc, ça fait des saisies multiples. Donc, l'erreur, c'était le caractère confiscatoire des données. Alors après, il y a d'autres éléments. C'était un registre non évolutif entre les mains des Suisses. On a un registre évolutif. Voilà, ils n'ont pas été capables d'intégrer les données des registres précédents. Tu parlais des registres de cheville. S'il y a le consentement du patient, condition sine qua non, absolument, elles seront automatiquement intégrées dans Renacode. C'est des connecteurs. Donc, on va essayer de bénéficier des erreurs du passé. Hubert, j'avais fait une réflexion à la commission sur la problématique des DMI avec les renouvellements européens du règlement. Oui. Bon, les DMI, les industriels sont concernés. Donc, sur le financement du registre, et ça, il y aura, je pense, pas beaucoup de difficultés puisque ça sera obligatoire pour eux. Donc, non, la question, c'est surtout les registres après, où les industriels doivent être à distance. Bon. Mais moi, je reviens sur ton caractère obligatoire. Moi, je me demande si, en fait, nous ne sommes pas en face d'un problème systémique, comme nous l'avons connu pour les assurances professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a dit, écoutez, les spécialistes des spécialités à risque, il y a un problème de prise en charge de responsabilité civile professionnelle, la communauté va vous en payer une partie, à condition que vous rentriez dans un cercle vertueux de gestion des risques. Et donc, moi, la problématique que je me pose, c'est le remplissage des registres, parce que vous l'avez évoqué. Et la rémunération des collègues qui font le boulot. On remplit, on n'a pas le retour d'information. Alors maintenant, on a fait des progrès, parce qu'effectivement, les registres vont être évolutifs, donc on va savoir où on peut se situer, et puis on parle de pathologies qui nous intéressent. Bon. Mais le problème est systémique. Nous avons en France un problème d'accès aux innovations. Qu'il s'agisse de faire valider des nouveaux actes, ou qu'il s'agisse de faire valider des nouveaux matériaux. C'est un problème
générale à toutes les spécialités. Et quand je vois la Sofcote, qui est probablement la plus puissante des spécialités françaises chirurgicales en France, que vous allez faire beaucoup d'efforts, vous fait des investissements pour ces histoires de registres, je me dis, bon, j'espère que les registres vont être remplis, mais s'ils ne seront pas remplis, ça va être très compliqué. Bon, remplis et correctement remplis. Et donc, la question se pose que la communauté participe à la charge de travail fournie par tous les praticiens pour remplir ces registres. Les patients auront une prise en charge bien actualisée, avec des critères bien évalués, et c'est l'intérêt de la communauté nationale. Par l'incitation financière, oui, la rémunération. L'histoire financière. Et on peut même imaginer que les CNP demandent une participation obligatoire à des mécanismes d'évaluation dans leur spécialité, que ça soit rendu obligatoire, et qu'en contrepartie, les praticiens puissent être rémunérés pour la charge de travail qu'ils fournissent. C'est vrai. Alors nous, on a ce système par l'accréditation qui fait que donc le remplissage du registre sera nécessaire pour avoir l'accréditation et la recertification. Ça nous donne le remboursement de la moitié pour l'instant de la prime d'assurance. Donc l'amphi est plein. Hein. C'est une astuce, parce que c'est une manière de rémunérer de manière indirecte. Alors pour les publics qui ont un secteur privé, ça pourrait intervenir aussi. Pour ceux qui n'ont pas de secteur privé, là du coup… Et là, ça ne suffit pas. Parce que comment ? Là, ça ne suffit pas. Et vous risquez d'être mis en échec sur le fait qu'ils ne sont pas rémunérés. Bon. Ils disent que ce n'est pas tout à fait leur problème. Tout le monde n'a pas la même conscience de la responsabilité collective qu'on peut avoir. Alors, est-ce qu'il y a encore une… Après, oui, Jacques Hatton, j'aimerais bien… je voudrais intervenir depuis un moment, si ça vous dérange pas. Oui, Jacques Hatton aussi souhaiterait intervenir. Pierre Devalet qui va intervenir. Oui, je voudrais… mes collègues de la Sofcote me connaissent, et vous savez que je suis intervenu depuis longtemps dans tout ce qui est justement activité ou institution paratechnique. J'ai été 6 ans représentant des adhérents à Orthorisque, j'ai été vice-président jusqu'à il n'y a pas longtemps du syndicat, etc. etc. J'ai créé avec Henri Goudane, ici présent, la commission éthique et juridique de la Sofcote, et je connais bien toutes les structures de la Sofcote. Alors, je vais avoir une vue un peu dissonante sur tout ce qui a été dit. D'abord, je voudrais faire remarquer que les registres, c'est des registres de matériel, et que tant pour l'accréditation que pour la certification, etc., ce qui est un peu curieux, c'est qu'on a l'impression que notre qualité de chirurgien, qui est appréciée, c'est-à-dire la qualité des soins donnés aux patients, dépend de la qualité de la prothèse. Je suis aussi expert depuis 20 ans en responsabilité, spécialiste en accidents médicaux, de l'Actamed, etc. Et je m'aperçois que ce n'est pas la prothèse qui fait la qualité, forcément. On est tous d'accord avec toi. Hein. Je crois oui, pas que... et alors je voudrais rebondir sur le… La Sofcote non plus, hein, je me permets de te contredire. J'acquiesce. Non, mais je sais. Dans le principe, tout le monde est d'accord. Mais je trouve qu'il y a très peu d'importance accordée à toute la transversalité de la chirurgie et des chirurgiens dans ce qu'ils ont, dans le savoir-faire, mais pas le savoir-faire, le comportement, pas le savoir-faire technique, pas savoir poser une prothèse, ça ne suffit pas. Et un chirurgien orthopédique, et c'est peut-être justement le problème de la traumatologie, c'est que la traumatologie, c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup moins prestigieux, et ça ne se fait pas… Et on perd du temps, et c'est le quotidien. Tandis que la chirurgie prothétique… Est-ce que tu peux nous dire la question, parce que… Oui, la question, c'est quelle importance pourrait-on avoir, et ça serait peut-être un lien entre l'Académie de chirurgie, parce que Albert Claude, je t'ai entendu parler hier aux journées et avant-hier aux journées internationales, tu as insisté sur le fait de la bienveillance de la chirurgie. Moi, depuis toujours, je me suis intéressé à ce qu'était la chirurgie exercée par un chirurgien, quelle que soit la spécialité. Et je trouve qu'à la Sofcote, et là j'en parle en connaissance de cause, où nous disposons par exemple d'une structure qui s'appelle le Cercle Nicolas Andry, qui est parallèle et qui ne fait pas partie, c'est tout à fait non officiel,
et qui a été fondé par Alain-Charles Mascolet, que tout le monde connaît, qui est à la fois un immense innovateur, technicien et en même temps un grand philosophe. Et ce cercle est systématiquement, disons, considéré comme un appendice et relégué. Alors, on a une demi-journée pour s'exprimer, c'est vrai, mais c'est toujours en parallèle de réunions techniques extrêmement importantes. La dernière fois, c'était en parallèle d'Orthorisque, le mois dernier. Et je trouve qu'il n'y a pas assez, que ce soit d'ailleurs dans toutes les institutions, dans toutes les sociétés savantes, on insiste beaucoup sur la technique, sur les techniques, les innovations techniques, et absolument pas sur ce qui fait le cœur de notre métier, c'est le comportement du chirurgien vis-à-vis du patient. Et il faudrait plutôt faire un registre des chirurgiens qu'un registre des chirurgiens plutôt qu'un registre des prothèses. Sous forme de question. Oui, mais la question, c'est quelle importance. La question que je pose à la Sofcote, est-ce que vous organisez, alors moi je traduis ce que j'entends, est-ce que vous organisez au niveau de la Sofcote de véritables séances sur la relation entre le chirurgien orthopédiste, la qualité de la relation, comment l'améliorer, comment faire que vos patients en soient convaincus, qu'ils aient des moyens pédagogiques, une participation maintenant avec les réseaux sociaux, comment est-ce que vous construisez une meilleure relation chirurgien orthopédiste patient? C'est ça ta question? C'est ça, et sur le plan général, je trouve que, par exemple, tout le monde est en train de s'enfoncer dans le CNP en particulier est en train, c'est une gouvernance administrative qui s'enfonce dans la fabrication petit à petit de spécialistes techniques et débarrassés de toute des remarques, c'est pas des questions. Oui, mais est-ce que dans la question, c'est est-ce que les dirigeants des sociétés savantes, et la mienne en particulier à Sofcote, va mettre l'accent et va développer ce côté qui n'est, pour l'instant, qui est totalement négligé, voire relégué, quoi. Les patients votent avec leurs pieds. C'est-à-dire que… C'est le cas pour l'orthopédiste, hein, les pieds, c'est important. Alors, surtout pour les orthopédistes. Un chirurgien qui n'a pas de relation de confiance, qui n'instaure pas une relation de confiance et humaine avec ses patients, il aura moins de patients. Ça, c'est évident. Maintenant que je suis installé en privé, c'est évident. Et il y a beaucoup de gens, de patients qui ne veulent plus aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas cette relation personnelle. Donc, ça, c'est la première réponse. La deuxième, bien sûr, qu'il faut enseigner ça dès le plus jeune âge. Les études de médecine sont trop longues, on enseigne de la statistique, des trucs comme ça. Les premières années, il faudrait balayer tout ça et mettre les étudiants en face des patients tout de suite. Voilà. Albert Claude, est-ce que je peux dire encore un mot sur les registres? Tu peux profiter du président de la Sofcote, hein. Jacques Caton, on ne va pas te refuser de prendre la parole. Vas-y, on t'écoute. Vas-y Jacques, J'ai mon micro, voilà. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le problème des registres. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème aigu. L'Académie de chirurgie, comme l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie, travaillent ensemble pour obtenir que le marquage CE des implants se fasse dans de bonnes conditions. On sait très bien qu'il y a une date fatidique, le 26 mai 2024, où il y a un risque très important de pénurie de dispositifs et pour les orthopédistes de prothèses, de hanches, de genoux, d'épaules et pas d'ostéosynthèse parce qu'elle ne rentre pas tout à fait dans le circuit. Il y a deux types de données pour les registres. Il y a d'une part les données cliniques et dans la nouvelle certification, dans le nouveau marquage CE des implants, les données cliniques qui servent à faire le marquage CE de l'implant, qui est indispensable. Et ces données, on doit théoriquement les trouver au niveau des registres aujourd'hui. Et d'autre part, il y a les données post-market pour les implants qui ont obtenu le marquage CE, qui sont et là, c'est les industriels qui doivent, pour maintenir le produit tous les ans, fournir des données post-market pour les implants qui ont été marqués CE. Alors, d'abord, premièrement, moi, j'ai une question qui est très simple, hein. Comment la Sofcote, dans les 2 ans qui viennent, va permettre aux chirurgiens et aux industriels de disposer d'évaluations cliniques pour faire le marquage CE des implants? On sait très bien aujourd'hui qu'il y a 25 000 implants qui, toutes spécialités confondues, il n'y en a que 8 000 qui ont des dossiers complets.
Le reste, il y a beaucoup de dossiers incomplets, de dossiers non déposés, de dossiers qui vont arriver à échéance et pour lesquels il faudra des données cliniques. Alors, la mise en place d'un registre par la Sofcode, c'est bien, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, moi, ma question est très simple. Comment la Sofcode voit les choses là-dessus? D'autre part, en ce qui concerne l'obligation des registres, il y a actuellement un décret en Conseil d'État qui est en préparation pour rendre obligatoire l'inscription des registres pour les chirurgiens. Et je rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, je pense pour les implants vasculaires, pas d'inscription sur le registre, pas de remboursement. Donc, au niveau des académies, nous avons émis quelques recommandations qui ont été d'ailleurs acceptées par les 27 académies nationales hier à l'unanimité. Et nous avons demandé que l'inscription des implants sur le registre soit obligatoire. Et nous-mêmes, au niveau de nos 3 académies, nous avons demandé à l'assurance maladie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de remboursement si l'implant n'était pas inscrit sur le registre. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y est rémunérer un chirurgien pour remplir un registre, ça me semble complètement uluberlu, personnellement. Voilà. En ce qui concerne Orthorisque, juste un dernier mot. Pour le public, il faut savoir que Orthorisque, la gestion des risques devient obligatoire pour les praticiens du public, même s'ils n'ont pas de consultation privée. Et j'aimerais bien avoir la réponse de Philippe Massin sur la période transitoire de 2 ans qu'on va peut-être obtenir pour les dispositifs médicaux. Je te remercie de tes remarques. S'il peut parler dans le micro, parce qu'on l'entend très mal. Je te remercie de tes remarques avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. J'ai répondu déjà un peu en partie. Donc, je pense que maintenant, je voudrais laisser la parole à mes jeunes collègues pour ne pas altérer leur temps de parole et le rétrécir. Merci. Mais c'est une discussion qu'on prendra. En gros, à la place de l'incitation ou du paiement, c'est l'obligation et le non-remboursement. C'est l'inverse, finalement. C'est soit la carotte, soit le bâton. Ben, on a obtenu le bâton. Voilà, on l'a obtenu. Mais en même temps, il est légitime. Merci.